un plaisir immense d'être à nouveau avec vous dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le 23 mai 2023. Nous allons nous étendre sur les questions d'actualité à toutes et à tous. Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévision. Eh bien, l'actualité reste dominée ce matin par ces nouvelles, notamment la MONUSCO condamne l'usage disproportionné de la force par la police lors des manifestations de l'opposition congolaise le samedi 20 mai. Les USA et le Royaume-Uni ont exprimé leur profonde préoccupation par les images de violences policières entre des manifestants, y compris des mineurs, le 20 mai à Kinshasa. Félix Tshisekedi, le président de la République, a félicité les commandants de la police qui a dirigé les opérations sur l'axe 15 Université lors de la marche de l'opposition réprimée. Zéro mort, les voyous ont été maîtrisés, ça c'est très bien, a dit le président de la République. La suspension du signal de la chaîne de télévision CML 13 pour une durée préventive de 45 jours tout en exigeant les documents administratifs, la grille des programmes et le cahier des charges avant la reconnexion de la chaîne. Suspension de passage dans tous les médias de la RDC du journaliste Louis-France Kouzikessa pour une durée de 72 jours et le transfert de son dossier à l'UNPC pour une étude et des actions disciplinaires éventuelles. Dépassé le délai de 7 jours, le CESAC reprendra le dossier. La suspension, la prévention et la privation de passage dans les médias émettant en RDC pour une durée donc de 90 jours. À toutes et à tous, messieurs, dames, nous parlerons de ce rebondissement d'après cette activité du 20 mai. Il y a eu autant de nouvelles qui s'en sont suivies. On va donc parler de cette activité. On parlera également de tout ce qui a suivi après donc l'évolution de cette grande actualité. Nous parlerons également de l'audit du fichier électoral. Comme vous le savez, la mission d'audit avait 5 jours. Les 5 jours sont épuisés depuis le week-end. Elle a rendu son rapport. Le fichier est donc crédible et le rapport a été rendu public. Le président de la CENI dit finalement attendre poursuivre pour la prochaine étape qui sera justement celle de l'enregistrement de candidatures pour les législatives qui s'annoncent pour très très bientôt. À toutes et à tous, merci de faire confiance une nouvelle fois à Congo Buzz TV. C'est parti donc pour la grande tribune. Je suis avec 3 invités pour ce numéro. J'ai initialement prévu 4, mais 3 sont là. Maître Freddy Mwamba, bonjour. Cadre de la FDC, merci de faire confiance à Congo Buzz. Merci Dan et merci de l'invitation. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs friands de cette grande tribune qui nous suivent de partout à travers le monde. Je salue aussi le professeur Modeste Bahati qui est l'initiateur statutaire de notre méga regroupement AFDCA. Et pourquoi ne pas remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné les souffles de vie, d'autant plus que la Bible déclare que dans 1 Chronique 16-23, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. Et j'espère que, comme il nous a donné les souffles de vie, nous ne pouvons que les remercier pour tout ce qu'il a cessé de faire pour nous. Et je souhaite que les débats que nous allons, n'est-ce pas, avoir aujourd'hui avec les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux, sera un débat instructif qui va faire en sorte que tout ce qui nous suivent puisse en fait retenir quelque chose d'important sur ces sujets en rapport avec la bonne marche de la République. Voilà, c'est cela. Tanabacoste. Alors, vous avez un biscuit à faire? Oui, les biscuits, c'est que nous constatons qu'il y a des gens qui s'illustrent par un agir comportemental qui frise l'inconséquence en proférant des énormités à l'égard du professeur Modeste Bahati dans les médias et tout cela. Nous pensons que ça n'est pas du bon tempo politique qu'un président du Sénat, des surcroît membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, soit houspillé par ces gens-là. C'est comme ça que nous demandons, nous disons que la hiérarchie de ces gens-là, parce que ce sont des gens qui sont bien identifiés, puissent procéder au rappel à l'ordre pour qu'ils ne puissent plus continuer avec leurs actions cocasses à l'égard des autorités de la République. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, Maître Mwamba Freddy de la FDC.
Monsieur Pistis Moutemba, vous êtes porte-parole adjoint d'envol de Monsieur Deli Sessanga. Bonjour Monsieur Moutemba et merci de cette confiance que vous nous faites. Bonjour chers amis de la presse, c'est à moi de vous remercier de nous avoir tendu votre micro, de nous avoir invités pour échanger sur la question de l'heure. Et j'en profite pour saluer tous les compatriotes qui nous suivent de partout, tout en espérant que sur cette table, nous allons rencontrer leurs questions, leurs soucis, leurs desiderata, tout en restant dans un sphère ou dans une ère de débat républicain pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale. Merci. Merci beaucoup. Un discours également? Non? Pas du tout, j'ai hâte d'aller tout droit au vif du en sujet. découdre. Voilà. Merci. Vous avez pris du poids, hein. La dernière fois que je vous ai vu, vous n'étiez pas comme ça. Les 21 000, là, vous le partagez très bien. Hein. Malheureusement, je ne suis pas un élu. En vol. Malheureusement. Malheureusement, je ne suis pas un élu. Quand même, il y a quelque chose. Bon, on va avancer. Maître Edmond Bokolo, bonjour Maître Edmond. Merci aussi de votre présence dans cette grande tribune. Merci pour l'invitation. Mes civilités à tous ceux qui nous suivent. À chaque fois que nous sommes devant la caméra ainsi que le micro de Congo-Belge, il y a des gens qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes là pour nos contributions sur le plan juridique. Okay. Voilà. Seulement? Oui, sur le plan juridique. Pas un peu politique? Non, pas un peu politique. Nous sommes juridiques. Très bien. Alors, l'arrestation du député provincial Mike Moukebaï le dimanche 21 mai 2023 dans la soirée, selon maître Laurent Onyemba, avocat conseil du député provincial, son client est toujours détenu au casier judiciaire sans aucun document régulier et en violation de la procédure pénale. Encore certaines sources proches de Katumbi seraient poursuivies pour imputation dommageable et propagation de faux bruits. Voilà, selon son avocat conseil. Alors, maître Edmond Bokolo, juste en termes de biscuits avant que me lance le sujet, l'arrestation de ce député provincial, comment jugez-vous les motifs, les faits mis à sa charge? Bon, merci beaucoup. Je pense que j'ai dû suivre d'abord parce que il faut qu'on s'attaque aux faits qui constituent aujourd'hui, donc qui forment aujourd'hui le procès. C'est-à-dire que l'émission qui a eu lieu dans cette chaîne de télévision, que vous avez les noms, je crois la chaîne c'est CML 13. CML 13, hein, télévision. Bah, en tout cas, j'ai suivi les débats, l'extrait, et puis l'actualité sur l'arrestation. Entre guillemets, il y a ceux qui disent que c'est une arrestation arbitraire, cagoulée et consort. Et puis, nous avions suivi hier les procès en flagrance. Je pense que en tant qu'avocat, je ne saurais pas trop critiquer la justice, ce qui m'est pas autorisé en tant qu'avocat. Et puis, en tant qu'auxiliaire de la justice... C'est interdit de critiquer la justice en tant qu'avocat, même si elle est critiquable. Non, je ne peux pas critiquer, mais je peux émettre mes avis sur certains points des droits. Voilà. Et puis, sur le fait, je pense que moi-même, j'ai dit auditionner l'audio. J'ai suivi le propos qui frise d'abord, qui viole la loi sur la presse, parce qu'on va en débattre tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu des faits qui portent atteinte à la liberté de presse, bien sûr. Et puis, il y a eu des imputations. Il y a eu aussi l'incitation à la haine tribale et raciale. Voire même, moi j'ai qualifié en tant que juriste, j'ai qualifié même de l'incitation à la désobéissance civile. Et puis, il y a même l'outrage à l'autorité suprême, le chef de l'État. Et je pense que la procédure telle que entamée, la procédure illégale. La procédure telle qu'entamée, je ne parle pas de l'arrestation. Je ne sais pas les circonstances qui ont émaillé l'arrestation, mais je parle en termes de procès. Je pense que Mike Moukebaï a été arrêté et présenté dans une procédure de flagrance. Et nous avons une ordonnance, nous avons un texte juridique qui prévoit la flagrance. Et je pense que dans une procédure de flagrance, il ne faut pas exiger de l'autorité judiciaire un quelconque acte. C'est-à-dire qu'on vous transfère
on vous défère directement devant l'autorité judiciaire. Et c'est à vous, le parquet, de pouvoir s'auto-attaquer, c'est-à-dire présenter les moyens devant la justice. Je pense qu'à ce niveau de la procédure... Quand est-ce qu'on parle de procédure et d'arrestation arbitraire? En fait, l'arrestation arbitraire, voire même la détention illégale, c'est une arrestation qui est faite en dehors des circuits appropriés judiciaires. Il y a une procédure appropriée pour arrêter les gens. C'est quoi ce circuit approprié? Voilà, ça veut dire que lorsque une personne est suspectée d'avoir commis une infraction, je pense que lorsque les faits ne sont pas flagrants, il y a une procédure qui consiste à pouvoir inviter, par mandat de comparution, invitation par courtoisie, une personne à se présenter devant la justice. Ça, lorsqu'il y a une plainte ou lorsque le procureur se saisit d'office, parce que c'est son droit. Parce qu'il a le droit de rejeter les infractions. Mais dans un cas de flagrance, en tout cas l'autorité judiciaire ou même la police judiciaire a le droit de vous arrêter partout où on vous trouve, dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que là, on ne sera pas qualifié d'une arrestation arbitraire. Et ici, dans les cas sous examen, je pense que il faut voir les caractères imminents des faits. Les caractères imminents des faits, c'est-à-dire que sont les faits qui se sont commis dans une émission. Et même en termes de délai, il y a même pas un délai de 24 heures, même de 48 heures écoulées pour qu'on puisse effacer le caractère flagrant. Voilà. Donc je pense que sur le plan de la procédure, tout est bon. La procédure est bonne, mais je ne saurais pas commenter les circonstances d'arrestation, M. Moukeba. En tout cas, je n'ai pas le droit de commenter ces circonstances. D'accord. Merci. Monsieur Pistis, un commentaire aussi à ce sujet? Non? Bien évidemment, bien évidemment. À ces sujets, tout discours émanant ou tout discours assorti qui touche la fibre patriotique ou qui met en mal la cohésion nationale, cela est à dénoncer de tous bords. Que ces discours viennent de la majorité ou du pouvoir en place, ou que ces discours viennent de l'opposition, ces discours doivent être condamnés et réprimés avec la dernière énergie. Mais qu'à cela ne tienne, il ne faudrait pas que ces genres de sanctions soient sélectives. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'accord, je vais y arriver. Soit sélectif, je veux dire que des gens de discours teintés du tribalisme ou d'un esprit séparatiste soient cernés ou concentrés que pour ceux d'un camp politique bien connu et déterminé. Non. La loi, vous le savez comme tout le monde, qui parcourt des réseaux sociaux, des injures, des incitations à la haine, le tribalisme, parfois, et souvent, allais-je dire d'ailleurs, sortent de la bouche de certains membres du pouvoir en place dont leurs juges naturels n'ont jamais fait état de cause. Donc, pour ce genre de situation, il faudrait éviter de faire... Il faut citer peut-être ceux qui étaient auteurs de ces genres de discours d'incitation à la haine. Non. Du camp du pouvoir, non. Que vous avez remarqué. Non. Ici, je ne suis pas là pour citer telle ou telle autre personne. J'inviterai à la classe politique en général, mais aussi aux autorités judiciaires, de ne pas tomber sur le piège des sanctions sélectives. C'est ça mon discours. Lorsque un discours teinté du tribalisme sort d'un membre de la majorité ou de l'opposition, cela doit être réprimé sans complaisance et sans un penchant ou une couleur partisane. Donc, en quelque sorte, la justice est en train de sanctionner sélectivement. Non, j'inviterai. Mon bon propos est très clair, il ne faut pas me mettre dans ma bouche. Pourquoi vous invitez alors si Parce que pour éviter de tomber dans le travers d'une justice déséquilibrée et d'une justice à double mesure. Très bien. Voilà. Merci, monsieur Pistis de l'Envol, voilà. Maître Fodi Mamba, comment jugez-vous cette affaire d'arrestation de monsieur Mike Moukeba, le député provincial Mike Moukeba,
Pour le moment, on recherche également le député national Daniel Safou. Jusque-là, on ne sait pas où il se trouve. Dans les contextes où ils ont produit leur émission, il y a eu flagrance en suivant l'émission, du point de vue du droit. Bon, je pense que d'abord, avant de parler du point de vue du droit, j'aimerais d'abord m'exprimer en tenant compte des relations personnelles que j'ai avec ces deux personnes-là. Parce qu'il y a eu un moment où nous débattions avec eux sur le plateau de télévision. Je connais personnellement Mike Moukebaye et voire même Daniel Safou. Et on faisait des analyses avec beaucoup de circonspection. C'était vraiment des analyses, même quand il fallait faire des critiques, c'était des critiques vraiment minutieuses. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ils ont commencé à verser dans des excès. Et parmi les admonestations qui ont toujours été prodiguées aux acteurs politiques, on a parfois, on se gargarise parfois dans une sorte de témérité, je dirais, voire même diabolique. Tout ça, c'est quoi? Pour des raisons du buzz, pour des raisons buzziques, tout simplement. Passez-moi les termes, si ça existe. Pour des raisons buzziques, tout simplement, on se permet de dire des choses pour que ceux qui nous suivent soient tout simplement fascinés, qui se disent, voilà, parce que si par exemple nous faisons un débat normal sur ces plateaux, personne ne va nous suivre. Personne ne va dire qu'ils ont fait un bon débat. Mais si on se met ici, s'il y a prise de bec entre nous sur ces plateaux, moi je te dis que ça va faire le buzz. Les gens vont dire que c'est une belle émission. Et finalement, c'est notre société qui est en train d'être dépravée. C'est la société qui est en train d'être dépravée, notamment par les réseaux sociaux. Vous savez bien que nous avons des élections qui s'approchent. Il y a bien, il y a cette possibilité-là de faire la politique saine, Même s'il y a des gens qui considèrent que nous ne sommes pas dans l'église, parce que parfois, quand vous émettez des critiques qui sont tout à fait normales, quand vous faites des choses normalement, on dit non, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes en politique. Et ces gens-là, c'est carpe diem. C'est le moment présent. Ils ne se préoccupent pas de ce que sera même leur âme après la mort. Nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement sur cette terre, mon cher ami. Un jour, nous allons tous mourir. C'est pourquoi nous devons, je pense, faire des choses avec beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue. Nous n'avons pas besoin de verser dans les excès pour qu'on nous voit, pour qu'on dise que tel est passé, tel a dit ceci. Voilà un homme et tout cela. Mais parfois, ce qui est dommage aussi, regrettable, c'est qu'on ne voit pas condamner les mêmes discours ou propos quand ils viennent d'un camp politique. En tout cas, d'où qu'ils viennent, personnellement, ces genres de discours, d'où qu'ils viennent, moi je suis en train de les fustiger de façon véhémente. On ne voit pas non plus la justice. Donc, ce n'est pas à encourager. Ce n'est pas à encourager. Mais si tu dis que tu ne vois pas la justice, quand on voit certains mais ils doivent être interpellés. S'il y a des gens qui sont en train de s'adonner à ces gens d'actes, ils doivent être interpellés. C'est à la justice justement de pouvoir faire son travail. Penser à l'instrumentalisation. Ou bien s'il y a quelqu'un... On attaque simplement un camp... S'il y a quelqu'un qui sait ça, par exemple, établi, bien sûr, offusqué par quelqu'un qui est du pouvoir. Par exemple, aussi ceux-là qui crient, qui appellent qui ont des discours d'incitation à la haine tribale. Il faut arrêter tous. Mais il faut les arrêter tous, tout simplement. Moi, je suis pour. Qu'on arrête tout celui qui se met, par exemple, à insulter des gens. Non, c'est pas normal. On ne peut pas commencer à insulter des gens. On n'a pas ces droits-là de pouvoir les insulter. Je pense que nous sommes dans un état de droit, un état où et les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes droits. Et je pense que... Il y a une dame qui a excellé dans ce genre de discours d'incitation à la haine tribale. Elle est connue assez sur les réseaux sociaux. Quand elle balance son truc, ça fait buzz. Son discours est assez fréquent, assez connu. On ne sait pas si elle a déjà été interpellée. Moi, je pense que tous ceux qui sont en train même d'entretenir ces herbes folles-là, je les considère comme étant des herbes folles, des brebis galeuses, puissent arrêter de les faire. Parce que ce n'est pas avec ça que nous allons construire notre pays. Bien au contraire, ça va tout simplement consolider, cristalliser la polarisation.
Et cette polarisation, on n'en a pas besoin. Ces pays ne demandent qu'à être rentabilisés, qu'à être fructifiés. Mais ce n'est pas avec ces genres de discours que ces pays va aller de l'avant. Nous voulons que ça prenne de l'envol, mais ça prendra de l'envol comme ça, de cette façon-là. Je ne pense pas. C'est comme ça que je pense que je suis en train de me désolidariser. Et nous nous désolidarisons de tous ceux qui se comportent de cette façon-là. Ça, c'est un comportement abject qui ne peut pas être soutenu par des hommes normaux dans une société normale, qui se veut être de surcroît un état de droit. Vous comprenez? Et donc, je suivis l'émission. Cette émission m'a interloqué. Autant que cette émission qui a été, n'est-ce pas, animée par des gens que je connais très bien, autant je condamne aussi, même ceux, le nôtre, qui se livrent à ce genre d'actes. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous devons, bien sûr, nous focaliser sur ce qui est d'essentiel. Et ce qui est d'essentiel pour aujourd'hui, c'est que nous sommes tous des partenaires des débats démocratiques. Nous pouvons débattre sainement, nous attaquer à ce à quoi on est appelé en tant qu'acteurs politiques, de telle sorte que les préoccupations existentielles des populations qui nous suivent soient véritablement rencontrées. Très bien. Voilà, c'est cela. Marche du 20 mai 2023. Mais rebondissement, on apprend que le cortège de M. Katumbi est bloqué à Mitendi. Serait bloqué à Mitendi, c'est une information qui vient de tomber. Bloqué à Mitendi interdit donc d'entrer dans le Congo central. C'est une information que nous venons d'avoir maintenant là. Alors, Maître Edmond Bokolo, 30 secondes rapidement sous cette question de cette affaire de Moïse Katumbi qui serait interdit, qui est interdit. Bon, ce sont les informations qui tombent. Bloqué à Mitendi, interdit d'accéder au Congo central. Si tel est le cas, c'est une. Est-ce que juridiquement parlant, c'est bon ou c'est acceptable? Bon, merci beaucoup. Bon, je pense que ce sont des informations qui ne sont pas jusqu'à l'heure officielle. Hein. Moi aussi, je lis, c'est tout à l'heure là, mais ce sont des informations qui ne sont pas officielles. Moi, je pense que même si, parce que la Constitution prévoit la libre circulation dans les territoires nationaux. Et je pense qu'avant de circuler, même moi qui suis avocat, avant de circuler, il y a toujours des préalables. C'est-à-dire que lorsque vous circulez, et surtout que vous circulez avec un cortège, vous circulez avec des militaires, vous circulez avec des militants, vous circulez avec certaines personnes, je pense qu'il est de bons droits pour les personnes qui gèrent les espaces frontaliers, les DGM, la police et consorts, ainsi que d'autres services de l'État, puissent bien exiger de vous qui circulez dans votre pays de pouvoir présenter les documents. Je pense que si cette information était avérée, si c'est l'information s'avère vraie, je pense que cela ne peut pas signifier qu'il y a une entrave à la libre circulation. Il faudra se poser des questions. Pourquoi on entrave ou on interdit au cortège de Moïse Katumbi de pouvoir accéder au Congo central? Pourquoi ça ne serait pas une entrave? Non, ça ne sera pas une entrave parce qu'il faut maintenant analyser les lois, il faut analyser le texte. Vous avez dit que non, je vous dis ceci, la Constitution consacre la libre circulation des Congolais, voire même des résidents dans le pays. Mais il y a des préalables. Pour circuler, vous devez être muni de certains documents et voire même de certaines autorisations. Dans son propre pays. Dans son propre pays. Lorsque vous allez à l'aéroport, si vous n'avez pas les billets, vous ne voyagez pas. Si vous n'avez pas les certificats de Covid, vous ne voyagez pas. Si moi qui suis enseignant, si je n'ai pas une autorisation de sortie, je ne voyage pas dans mon pays. C'est-à-dire qu'il y a toujours des préalables qu'il faut réunir. Et tout ça, ça constitue le droit positif. Le droit positif n'est pas seulement la Constitution. Le droit positif est complété par des lois organiques, par des règlements circulaires. C'est-à-dire qu'il y a d'autres exigences, conditions, que nous devons tous remplir avant de pouvoir circuler. Covid-19. Pardon? Covid-19. Oui, c'est-à-dire que j'ai donné un cas pratique. Pour voyager, on vous exige le certificat de Covid, alors que la Constitution ne le prévoit pas. C'est-à-dire qu'il faut maintenant analyser, ça va poser des questions à Moïse Katumbi, ainsi qu'à ceux qui l'accompagnent. Pourquoi on vous entrave? C'est-à-dire que pourquoi il y a l'entrave? Pour que vous puissiez accéder au Congo central. Peut-être, et puis aussi, ça constitue aussi une manifestation parce que Moïse Katumbi ne veut pas traverser au Congo central seul. Il n'est pas seul. Il doit avoir un cortège qui constitue une manifestation publique.
ces cortèges constituent une manifestation publique. Alors que la loi dit que avant de faire une manifestation, vous devez informer, que l'autorité doit être informée. Et aussi, les autorités du Congo central, avec la libre d'administration des provinces, avec l'autonomie de chaque province, il faut savoir que Kinshasa, c'est une province. Et Congo central, c'est une province. Merci et aussi, un cortège peut constituer un danger pour cette province. Et les autorités ont les droits de pouvoir refuser l'accès à un cortège. Je pense que pour ça, il faut vraiment scripter, décrypter, analyser juridiquement pour savoir si les conditions d'accès ou d'entrée dans cette province sont réunies. D'accord. On a compris qu'il faut vraiment scruter la question de le plus près. Un cortège peut être un danger pour toute la province. Tout à fait. Et surtout que vous savez que dans cette province, il y a toujours, des problèmes. Donc, il faut vraiment une vigilance. Et c'est vraiment sont des provinces périphériques de Kinshasa, la capitale. Il ne faut pas trop de... Moïse Katumbi, merci beaucoup, maître Edmond. Alors, Moïse Katumbi, quel commentaire à faire sur cette question? On apprend que M. Katumbi est interdit d'accéder au Congo central. Et information encore vérifiée. Contrairement au juridisme de mon compatriote, moi je pense que cela est une suite logique du 20. Ce qui s'est passé le 20 dernier, de ces mois, est inadmissible et inacceptable dans un État qui se veut être de droit démocratique. Je viens d'apprendre sur les réseaux sociaux cette interdiction, mais mon compatriote d'à côté l'a très bien dit que la Constitution, mais aussi les lois de la République n'interdisent à aucun citoyen congolais de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Mais qu'à cela ne tienne, le service de communication de l'ensemble ont produit un texte demandant à l'autorité urbaine, provinciale, de la manifestation de l'ensemble pour le changement. Il devait y avoir même un meeting que j'ai suivi, la police a démonté même le podium. Ceci est inadmissible dans un État qui se veut un État de droit. Vous savez, si Etienne Tshisekedi était là, vivant aujourd'hui... Attendez, s'il y a menace, s'il y a risque de trouble à l'ordre public, l'autorité a cette latitude de... je serais surpris de constater protéger je serais surpris de constater que la le gouverneur entière joue à la prophétie. En quoi est-ce que l'ensemble pour le changement ou la République consiste ou serait une menace à la quiétude de concitoyens au Congo central? Vous savez très bien que cette province est touchée par une attaque, une milice. Une milice qui endeuille cette partie du pays. Et donc peut-être des manifestations de grande envergure peuvent exposer la population à un massacre. Non, non. Il ne faudrait ou à un carnage humain. Il ne faudrait pas prendre le chose de cette manière. L'ordre public est le plus important, monsieur. L'ordre public est le plus important, je suis d'accord. Mais les manifestations publiques sont protégées aussi par le texte. Mais quand les conditions sécuritaires ne permettent pas, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci? Il faut voir l'arbitraire dedans? Lorsqu'elles ne permettent pas, il faut encadrer ces manifestations. C'est la mission régalienne du service de sécurité et de défense. Pas interdit carrément. Non, encadrer. C'est ce que veut le texte. Le texte. Encadrer ces manifestations. Interdire pour quelle fin? Interdire pour quelle fin? Parce que ces manifestations n'ont pas pour objectif de saper l'ordre public. Ces manifestations n'ont pas pour ordre de mettre nos concitoyens en danger. Le mal avec peut-être que le mal avec les opposants, c'est que quand il y a un bilan qui soit lourd, des morts, vous ne portez jamais cette responsabilité-là. Vous dites non, c'est la responsabilité de l'autorité publique. Mais quand on vous interdit, vous dites non, il y a violation de nos droits. Mon cher ami. C'est ça, c'est contradictoire. Interdire, c'est bien, mais interdire sur base de quel texte? Il ne faudrait pas ici tomber sur de mécanismes ou des stigmates dictatoriales. Interdire, oui, mais sur base de quel texte? Quel texte donne la latitude aux autorités d'interdire une manifestation qui est censée être pacifique?
On ne peut pas interdire, impossible. Non, moi je ne dis pas qu'on ne peut pas interdire. Moi je pose un préalable, je pose une question. Sur base de quel texte peut-on interdire une manifestation politique qui n'est pas censée ou qui n'est pas dans un mécanisme des appels d'ordre public? Tout doit être autorisé. Non, pas autorisé, mais encadré. L'encadrement par les services de l'ordre. Ok, ok. Allez-y, allez-y. Voyez-vous? Allez-y. Et c'est dans cette mission que ces services-là sont payés par le trésor public. Vouloir interdire cela, je pense que ce sont des stigmates dictatoriales que ces pays n'ont pas besoin. Ce sont des stigmates dictatoriales que nous, ceux de l'opposition, et ceux du pouvoir en place ont combattu hier pour voir au-delà de l'alternance, mais un changement dans le cadre de la bonne gouvernance, mais aussi dans le cadre de principes démocratiques. Saper cela, c'est réveiller le démon du passé que nous avons combattu. C'est pour ça que je vous ai dit que si Étienne Tshisekedi était vivant, il devait être le premier opposant de son fils qui est biologique. Ah, ça c'est vous qui le dites. Hein. Bien sûr, mais vous êtes en face de moi. Vous êtes en face de moi. Ça c'est vous qui le dites. Ces méthodes, à l'heure actuelle, ce sont des méthodes à décrier. D'accord. Et ce sont des méthodes qui n'ont pas de place à la République. Très bien. Les Congolais veulent construire une République de paix sociale et une République de justice sociale. Très bien. Nous sommes dans cette suite logique de la marche tisane. Maître Freddy Mwamba, cette question de l'interdiction d'accéder à la province, entrave ou respect des lois de la République? Bon, d'abord, il se pose un problème en rapport avec cette question ici, parce que vous avez vérifié l'information, vous êtes véritablement assuré qu'il a été réellement interdit de pouvoir se rendre au Bas-Congo, ou bien, parce qu'il ne faudra pas que nous puissions, n'est-ce pas, ici, commencer à suppiter, ou bien à conjecturer. Ça ne sera pas une bonne chose. Il va falloir, il ne suffit pas seulement de débattre sur une question, sur un sujet, encore faudra-t-il être sûr qu'il a été effectivement interdit de pouvoir se déplacer. Mais parce qu'il a évoqué la problématique de la marche, je pense que j'aimerais aborder cette question-là. Je sais que ça a vraiment transpiré. Beaucoup de gens ont raconté des histoires parfois aussi rocambolesques au sujet de ce qui s'est passé des jours de la marche. Mais j'aimerais d'abord commencer par faire une sorte de profilage de ces carterons d'opposants qui se sont présentés pour la marche. Vous avez d'abord Moïse Katumbi qui venait de quitter l'Union sacrée de la nation, qui vient de basculer à peine dans l'opposition. Vous avez Dédis Sesanga aussi, qui était avec nous au sein de l'Union sacrée, qui vient de basculer dans l'opposition. Vous avez Martin Fayulu, qui commence pratiquement à régresser comme une peau de chagrin au niveau de l'opposition, et qui a maintenant une bouffée d'oxygène, une sorte de bouffée d'oxygène qui est Matata Pogno, qui est devenu un peu comme un tiroir-caisse, une sorte de tiroir-caisse au niveau de l'opposition. Ouais. Et vous allez me dire, donc c'est un peu comme bis repetita. On prend le même et on recommence. Et la population est en train d'assister, médusée à cette intrigue qui est nouée à cause de la déphagie du pouvoir, à cause de la fringale du pouvoir. Les gens sont en train de rechercher le pouvoir. Et la population assiste vraiment médusée à ce scénario-là. De ces gens qui, aujourd'hui, veulent montrer qu'ils ont vraiment les soucis de la population et les soucis de changer les choses. Alors qu'au fait et au prendre, on a vu ce qu'ils ont donné. On a vu ce qu'ils ont donné parce que pratiquement tous ceux qui sont là-bas ont quand même dirigé ces pays, à part peut-être Martin Fayulu. Mais le reste là, c'est des gens qu'on connaît comment ils ont dirigé ces pays. Et aujourd'hui, ils se font appeler cadres leaders de l'opposition. 4 leaders de l'opposition. C'est vraiment dommage. La police, si la police, il y a eu un dispositif policier qui a été déployé sur les terrains, c'est pour assurer justement la paisibilité des endroits où les oppositions sont allées se rencontrer arbitrairement et de façon unilatérale, parce qu'ils ont été réfractaires aux orientations qui leur ont été données par le gouverneur de la ville, l'autorité de la ville. Ils ont changé d'itinéraire.
Et cet itinéraire a été changé à dessein. Donc, si je vous comprends bien, la faute, l'erreur vient du fait que l'opposition n'a pas accepté l'itinéraire. Ils n'ont pas... D'abord, il faut commencer. Il faut que j'aimerais apporter une précision. Détail. Ici. Mais pourquoi autoriser? J'aimerais donner un détail même. C'est que cet itinéraire-là, ce n'est pas un itinéraire qui a été imposé par l'autorité de la ville. C'est un itinéraire qu'eux-mêmes d'abord ont proposé. Ils avaient proposé deux itinéraires. Parce que ce n'est pas ce que dit Vos Kitoko. Ils avaient proposé, mais je t'informe. Mais moi je t'informe qu'ils ont proposé deux itinéraires. Nous avons suivi. Et parmi les deux itinéraires, on l'a admis qu'ils puissent faire, on leur a admis de suivre un seul itinéraire. Pourquoi on dit ça? Il ne s'agit pas ici de le demander l'autorisation. Non, il ne s'agit pas de demander l'autorisation. Ça, ce sont des orientations qu'on leur a données dans le cadre de l'encadrement de la marche. Dans un régime. Dans le cadre de l'encadrement. C'est pour des raisons de sécurité qu'on leur a dit, parce que la police est là aussi pour rétablir l'ordre social dans le respect des biens et des personnes à l'égard des citoyens. C'est le rôle aussi de la police. C'est pour ça que la police est allée là-bas. Était-ce normal? Je suis ici en train de fustiger toutes sortes de brutalités policières qu'il y a eu. Je fustige toute forme de brutalité policière. Ça, je ne peux pas, je ne peux pas soutenir. Mais il n'en demeure pas moins qu'on dise aussi la vérité à ceux qui ont manifesté, parce qu'en fait, il s'agit de tout un mélodrame qui était monté à dessein de dire que le régime en France est en train de faire la simagrée de la démocratie, est en train de jouer à la parodie des droits de l'homme. Parce que c'était ça l'objectif qui était en fait poursuivi. Parce que comment on peut vous donner un itinéraire? Je suis Matata Pogno, qui dans son outrecuidance, au demeurant confondante, est en train de dire qu'il a trouvé des douilles dans son véhicule, comme pour dire qu'il y a eu des armes létales qui ont été utilisées à l'égard des manifestants. Vous voyez? Est-ce qu'il faut... Donc, ils étaient venus avec un objectif, défier l'autorité, créer un incident pour qu'on parle de nous. Pour que la population puisse, n'est-ce pas, compatir avec nous, c'est dire, voilà, on est en train de les brimer, voilà. Il faut comprendre les contextes des élections, c'est en décembre ici. L'hôtel de ville a autorisé deux grandes activités pour étouffer celle de l'opposition. La question qu'on doit se poser, mais pourquoi l'autorité urbaine a-t-elle autorisé deux grandes activités dans la ville? Deux marches des deux partis opposés avec risque d'affrontement. Bon, le problème pourquoi est-ce qu'il peut faire cela? Non, le problème qui a reporté la marche de l'UDPS. Le problème qu'il y a, c'est que si jamais on dit par exemple à l'opposition que vous n'allez pas marcher, non, vous n'allez pas marcher parce que les autres aussi ont prévu la marche, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire qu'on a interdit la marche. Très bien. Merci beaucoup. Parce qu'ils avaient déjà posé pour la première fois cette marche, on allait encore dire que le pouvoir est en train de mettre tout en œuvre pour que cette opposition-là ne puisse pas exercer son droit de manifester, pourtant garanti par l'article 26 de notre Constitution. Très bien. Pour éviter cela, on leur a permis aussi de marcher. De la même manière qu'on a permis à l'opposition, on a permis aussi, n'est-ce pas, à la jeunesse des partis politiques, aux jeunes des partis politiques au pouvoir, de pouvoir aussi marcher. Donc c'est aussi leur droit de pouvoir manifester. Mais ce qui est important, c'est qu'on avait quand même séparé, on a donné à chaque groupe son itinéraire. C'était ce qui s'est passé là-bas. C'était pour en fait éviter à ce qu'il y ait une rixe entre n'est-ce pas, les manifestants de ces jours-là. C'est pour ça que ça a été organisé de cette façon-là. Mais ils n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille. Ils ont voulu seulement créer un incident. Parce que vous pouvez, figurez-vous que les jeunes du pouvoir puissent se rencontrer, par exemple, avec les manifestants de l'opposition. Vous voyez un peu ce que ça allait faire. Donc ça n'allait pas être une bonne chose. Merci beaucoup. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il ne faudra pas que nous puissions verser dans la méthode de l'arroseur arrosé pour qu'on dise que c'est la victime qui est punie. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Parce que on nous tend ces pièges. Très bien, on a compris. Il faut faire très attention avec cela. Urbaine en tout cas, n'a aucune charge dans cette violence qu'on a vécue le samedi. Il ne peut pas, en tout cas, être incriminé dans cela. L'opposition est responsable, la seule responsable pour n'avoir pas, comme vous l'avez dit justement, respecté l'itinéraire et ensuite se victimiser. Maître Edmond Bokolo, vous allez certainement parler droit
Ça, c'est très bien. La question, le fait que le président Tshisekedi a félicité les commandants de la police qui a dirigé les opérations sur l'axe Kianza lors de la marche, comment trouvez-vous cette sortie médiatique du chef de l'État qui est d'abord allé visiter tous les blessés, et à la sortie de cette visite, il a vu le commandant de la police de cet axe à qui il a félicité pour dire qu'ils ont été professionnels, il les a encouragés. Comment trouvez-vous cette sortie du chef de l'État? Oui, bon, merci beaucoup. Je voudrais, avant d'y arriver, je voudrais aussi mettre un accent particulier sur l'organisation de la marche. De la marche. Oui. Bon, moi je pense que en fait l'article 26 qui constitue la garantie du droit à la manifestation est compris à moitié par beaucoup de gens. C'est-à-dire que lorsque vous lisez l'article qui a, je crois, 4 alinéas, vous trouvez que le dernier alinéa dit que la loi en fixe les mesures d'application. Nous sommes dans un régime d'information. Oui, nous sommes dans un régime d'information. Mais lorsque vous voulez organiser une marche, il faut une loi, bien sûr, une loi organique ou une loi qui vient, bien sûr, bien notamment, compléter les prescrits de l'article 26. Parce que l'article 26 n'organise pas en soi le déroulement des différentes marches. Et à l'absence de cette loi, moi je pense que dans un État démocratique, un État de droit, je pense que l'autorité politico-administrative ne peut pas patienter, même 15 ans, 20 ans, 30 ans, le jour où les législateurs, le Parlement va devoir mettre en application l'alinéa dernier de cette disposition, c'est-à-dire que mettre sur pied une loi qui organise les marches, vous allez dire que non, pendant ce moment, il faut autoriser la tyrannie, il faut autoriser les désordres, les toïboués et consorts. Non. Je pense que... Il y a un vide juridique. Il n'y a pas un vide juridique. Parce qu'il n'y a pas que la Constitution comme source des droits. Il y a aussi les règlements, il y a aussi d'autres sources subsidiaires de droit. Voilà. Sous base de quoi l'autorité urbaine s'est basée? Je suis en train d'arriver. Je pense qu'il y a eu échange de vie entre les opposants ainsi que les gouverneurs. C'est à la suite de cet échange de vues que les parties prenantes à cette rencontre se sont convenues à un itinéraire. Vous voyez? Et c'est cet itinéraire, oui, c'est parce qu'il y avait échange de vues. Parce qu'à la sortie même de la rencontre, de la deuxième rencontre entre les gouverneurs et les opposants, on n'a jamais suivi des mécontentements de la part des opposants. Je n'ai jamais suivi. C'est-à-dire qu'ils ont acquiescé, ils ont accepté, ils ont consenti à cet itinéraire qui était convenu. D'un commun accord. D'un commun accord. Ça, c'est de 1. De 2. Non, je continue. Je vais perdre le fil du dé. Je continue. Ça, c'est de 1. De 2. Cet itinéraire devrait être scrupuleusement observé. Ça, c'est de 1. De 2. Même si l'itinéraire, même si les opposants avaient leur propre itinéraire, je pense qu'on ne peut pas interdire. Vous savez le rôle de la police? C'est pour protéger les personnes, leurs biens. Et la police n'a pas seulement un rôle de prévention. La police a aussi un rôle de répression. Donc vous avez une police répressive et vous avez une police préventive. Voilà pourquoi vous avez une police judiciaire et une police administrative. C'est-à-dire que même lorsque votre itinéraire a été respecté, la police est là pour vous encadrer et pour réprimer. C'est-à-dire que encadrer et essayer d'étouffer tous les troubles à l'ordre public. Ce qui s'est passé, bien sûr, moi je fustige, moi je suis défenseur des droits humains. Je fustige les traitements inhumains. Kassibi, j'ai vu même un enfant mineur, même le chef de l'État, lors de sa sortie médiatique, a fustigé tout le monde, les organisations des droits humains. Mais je pense que si le chef de l'État est passé a fait un tour pour voir réconforter nos compatriotes qui sont victimes. Et je pense que si le chef de l'État a félicité l'élément de la PNC, le commandant, moi je pense que c'était un acte d'encouragement. Pourquoi? Parce que dans les marches, dans les années antérieures, pour ne pas dire dans le régime passé, généralement lorsqu'il y a de telles marches de l'opposition, il y a toujours un cas de mort d'homme. Et vous avez vu la sportivité et la technicité à laquelle la police a dit encadrer la marche. Vous voyez, vous avez, même s'il y a eu des blessés et consorts, parce qu'il y a eu, s'il y a eu des blessés, si les manifestants n'ont pas attaqué la police, ce sera absurde de voir qu'une police puisse attaquer les manifestants.
Ça veut dire que la police rétorque, réplique à une attaque imminente. Et je pense que nous, en droit, il y a même un principe de légitime défense. Donc on ne saura pas, la police ne peut pas croiser les bras, attendre les manifestants entrer les attaquer. Ce sont aussi les humains comme vous et moi. C'est pour vous dire que si le chef de l'État a encouragé ses commandants, c'est avec raison, parce qu'il n'y avait pas mort d'homme. C'est-à-dire que c'est une technicité, c'est une évolution qu'on doit soutenir. C'est-à-dire que ceux qui vont organiser la marche dans l'avenir... La répression violente qui a été... Non, c'est-à-dire que je dis, si je condamne la répression. Mais je vous dis pourquoi il y a eu... On condamne et on félicite. Non, je condamne la répression. Non, mais on condamne le dérapage. Je suis congolais, je dois condamner d'abord le dérapage. Les dérapages n'émanent pas seulement de la police, les dérapages émanent aussi des opposants. Ici, les opposants, il faut qu'on se les dise. Ceux qui ont dérapé, ce n'est pas Moïse Katumbi. Ce n'est pas Matata Mpogno, ce n'est pas Honorable Denis Sang. Ce sont les militants, c'est-à-dire que les manifestants. Il faut qu'on se les dise. Parce qu'on risque de dire que dérapage, c'est-à-dire que c'est Moïse Katumbi qui a dérapé. Non. Moi, j'ai suivi des vidéos, j'ai vu que Moïse Katumbi n'a pas dérapé. L'honorable Sang n'a pas dérapé. Mais ce sont des personnes qui ont accompagné ses compatriotes qui ont dérapé. Et la police ne peut pas croiser les bras. Le rôle de la police n'est pas de croiser les bras. Vous voyez, c'est-à-dire que si l'itinéraire était respecté, et pourquoi on avait même on avait changé l'itinéraire, parce que dans même la première raconte, parce que vous savez, il y a certains endroits, certaines artères publiques de l'État qui doivent être protégées et qui sont sensibles à certaines manifestations. Et ça, c'est de deux. Je ne saurais pas ici commenter pourquoi le gouverneur a autorisé des marches le même jour, parce qu'il n'y avait pas d'incident entre les deux camps. Si les gens de l'UDPS et les gens de l'opposition se sont attaqués lors de la marche, je pourrais commenter. Vous avez la technicité, vous avez la sagesse du gouverneur. Le gouverneur a tracé l'itinéraire. Et les gens de l'UDPS ont marché jusqu'à leur finalité. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu une querelle. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident entre les deux camps. Il n'y a pas eu d'incident entre les deux camps. Il n'y a pas eu d'incident. Je ne sais pas si vous avez un cas pratique, mais il n'y a pas eu d'incident. Et dans ce cas, on ne saura pas, parce que moi, je peux organiser la marche à Mongafula. Le gouverneur prend acte. Vous pouvez organiser la marche à Kinkole. Où est le problème? On ne saura pas. Une ville qui a plus de 24 communes. Vous allez demander au gouverneur d'autoriser pour une ville de plus de 24 communes à une seule marche. Vous voyez que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que nous fustigeons les dérapages de la police, voire même de manifestants. Mais moi, personnellement, j'encourage la police pour cette technicité. À bastonner. Oui. Non, c'est pas à bastonner. J'encourage la police parce que la police congolaise actuellement a une technicité qui permet à ce que, lors de marches, on ne puisse pas avoir de compatriotes qui perdent la vie. Je pense que c'est dans ce sens-là. Maître Edmond Bokolo. Alors, monsieur Fistis, comment analysez-vous cette journée du... Commençons d'abord par l'autorisation de la marche, l'itinéraire, le non-respect par l'opposition, parce que l'opposition aussi a violé l'itinéraire fixé par l'autorité urbaine, le numéro 1 de la ville. L'opposition a violé. Et deuxièmement, c'est les actes de sabotage, de vandalisme auxquels les militants se sont adonnés pour cette journée. Alors, quelle analyse faites-vous de cette journée? Cher Dan, tu sais, de prime abord, il y a une idée qui taraude mon esprit. L'UDPS, une fois au pouvoir, ces marches n'aboutissent à aucun incident. Une fois l'UDPS est au pouvoir. Mais dans le passé, l'UDPS dans l'opposition, toutes ces marches aboutissaient aux casses, aux pertes en vies humaines. Dans le passé, dans l'opposition. C'était à l'époque d'un régime qui était répressif. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, on doit dédouaner les régimes en place. Il ne faut pas tromper nos populations. Nos populations ne sont pas naïfs, ceux qui nous suivent à la télévision. Ils ne sont pas naïfs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est très clair mon propos. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, UDPS avec la même police hier qui tapait sur le méthode de l'UDPS et des combattants, et qu'aujourd'hui UDPS a des marches pacifiques et qui n'aboutissent
à aucun incident. Vous ne voulez pas reconnaître votre tort. Oh là là, je vais y arriver. Vous n'avez pas respecté. Je veux y arriver. C'est simplement je veux y arriver. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Soyez patient. Vous êtes là pour me poser des questions et laissez-moi acheminer avec ma réflexion. Savez-vous que la marche de l'opposition devait être d'abord le 13 de ce mois? Et qu'Ngobila, en discussion avec les 4 secrétaires généraux, sur un prétexte d'insécurité, il fallait renvoyer la marche au 18, 5 jours après. Nous avons dit, ok, d'accord, pour la question sécuritaire, on vous donne même une semaine d'avance. Et à cette époque-là, sur la table de Gentini Ngobila, la structure politique qui devait marcher, c'est quelle structure? C'est ACP? C'est la jeunesse de l'UDPS? Ou c'est l'opposition qui devait marcher? Le 13, sur la table de Gentini Ngobila. On lui dit non, d'accord, on avance pour le 18, on vous donne une semaine de mettre toutes les dispositions sécuritaires en musique pour que les Quinoises et Quinoises marchent pacifiquement pour la date du 20 mai. J'entends ici, on dit que le gouverneur et les parties prenantes de l'opposition se sont mis d'accord sur l'itinéraire. Mais c'est faux. Moi, j'étais sûr dans la salle. C'est faux. De quoi on parle ici? Il ne faut pas mettre en exergue une mauvaise foi manifeste sur des questions sensibles comme celle-ci. C'est faux. Il ne faut pas faire... il faut faire un distinguo entre le lieu des rassemblements des manifestants et le point de chute. Les lieux de rassemblement et le point de chute sont restés le même. Sakombi pour ceux de Lukunga, Rond-Point Gamba pour ceux de Tchangou et de Moamba. Mais est-ce que, parlons-en, soyons sérieux sur cette question, est-ce que parce que nos militants, parce que mon frère d'à côté, il a dit que Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matatampo, Martin Fayoulou n'ont pas pu, ont respecté les itinéraires. Par conséquent, ce sont nos militants, ce sont des Quinoises et Quinoises, en entendant parler, qui n'ont pas pu respecter l'itinéraire. Dites-moi, est-ce que parce que, moi j'aimerais même réfléchir par absurdité, est-ce que c'est parce que le militant, ou les Quinoises et Quinois, de certains coins, n'ont pas pu respecter l'itinéraire que Ngobila a pu donner ou imposer à l'opposition, que cela doit aboutir à la violence, à la barbarie? On parle de quoi sur cette table? Préserver l'ordre public. Pour préserver l'ordre public, je vous ai dit ici, il faut assurer l'accompagnement. Mais on vous donne une parce que, je vais y arriver, parce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, et ça a surqué sur le monde entier, la jeunesse du Force du Progrès qui a marché avec de machettes. Mais comment cette structure a été protégée par la police? Vous avez vu une machette, vous avez vu des machettes? Vous n'avez pas vu, moi j'ai ça sur mon téléphone, je vais vous montrer sur le champ. Vous avez vu des machettes? Moi j'étais sur la marche. Si vous n'étiez pas à la marche du progrès, de la force du progrès. À la marche, lorsque la police gaze, nos militants prennent des avenues parallèles et on croise la force du progrès, la structure force du progrès, qui était munie par les armes blanches. Et par quel mécanisme ceux qui sont munis des armes blanches n'ont pas pu être gazés? Attendez, leur itinéraire était carrément différent de... Non, on ne parle pas des itinéraires ici, on parle de ceux qui détiennent les armes blanches. Comment est-ce qu'ils ont atterri? Donc vous voulez me faire croire ici sur cette table, parce qu'il y a une structure qui a respecté les itinéraires, ils doivent être en leur possession, les armes blanches? Comment ils ont... On parle de la brutalité, de la barbarie ou des itinéraires? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Allez-y, je dois vous saisir. Parce que vous dites que les militants de la force du progrès vous ont bastonné, vous ont attaqué. Et encadré par la police. Attendez, mais eux avaient un itinéraire qui n'était pas le vôtre. Et il y avait une démarcation totale. Pour vous rencontrer, vous, il fallait quitter un endroit un peu plus éloigné pour arriver chez vous. Ah. Dans quelle je comprends que ces jours-là, tu étais à la maison. Dans quelle manière? Alors, je te dis ceci. Non, je n'étais pas à la maison, mais j'aimerais que vous puissiez écoute, que je t'explique. Écoute, je t'explique. Vous êtes sur une avenue Kassavopo. La police vous gaze. Qu'est-ce que le militant a comme réflexion? De prendre les avenues secondaires.
D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Lorsque nos militants prennent les avenues secondaires, ils croisent la force du progrès. Et bien armés, Avec des machines. bien encadrés, mais c'est ce que je suis en train de vous dire ici, bien armés, encadrés par la police et les videurs, on en a. Et parce que eux, ils ont respecté les issues d'erreur, mais ils ont le droit d'être encadrés. Non, non, il ne faut pas prendre cette question avec légèreté. Il faut qu'ils soient encadrés par la police et posséder les armes blanches. On parle de quoi ici? On parle de la violence, de la barbarie, ou on parle parce que les itinéraires n'ont pas été respectés? On parle de quoi ici? Non. Là, en tout cas, on parle de quoi? On comprend que... Il ne faudrait pas faire l'apologie de la violence ici parce qu'on défend un camp politique. Il ne faudrait pas faire ici l'apologie de la violence et de la barbarie parce que certains de nos militants, entre guillemets, n'ont pas pu respecter les itinéraires, mais ce n'est pas possible. Quelle structure avez-vous entendu décrier cette marche et souligner parce que les itinéraires n'ont pas été respectés? La police en a le droit de taper sur les uns, que les autres ont le droit de taper les machettes sur les uns et les autres. Il ne faudrait pas faire l'apologie de la violence, parce que la violence ne ramène pas une paix sociale. Et je suis désolé de l'entendre auprès de nos amis avec qui, hier, nous sommes mis sur le même chaussée de Kinshasa pour décrier la violence. Merci beaucoup. Pour décrier un état de droit dictatorial. On comprend. C'est désolant. Merci beaucoup, on comprend. Merci beaucoup. On va prendre notre deuxième thématique du jour. Il est opposant et donc voilà. L'opposition critique toujours. Et non, l'opposition ne critique pas toujours. L'opposition critique et propose. Critique et propose. La majorité salue toujours et acclame. Ça, c'est la politique. Ça, c'est ça. Voilà. Deuxième sujet du jour. Fichier électoral, quid de la véracité du rapport de l'audit effectué par un groupe d'experts qui a été sélectionné par la CENI. Une sud-africaine, un malawite et 3 Congolais. 5 personnes, donc une équipe d'experts des Nations Unies. Le fichier électoral de la RDC est fiable et prêt à être utilisé pour les élections prévues en décembre de cette année. C'est la conclusion de l'audit réalisé pendant 6 jours par les experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Après 4 mois d'enrôlement des électeurs, les experts dont un malawite, une sud-africaine et 3 Congolais ont relevé cependant quelques faiblesses. Avant l'audit, le fichier comptait un peu plus de 47 millions d'électeurs. Après ce travail d'analyse, ils sont plus que 43 millions autorisés à voter. Donc 44 millions ont été extirpés de cette liste donc, des électeurs. On va se limiter là, principalement. On va évoluer, on va donc poser la question, parce que la mission d'observation électorale SCC5O suggérait également que cet audit soit effectué par un cabinet international. SCC5O et aussi Simoncel. Il y a également, c'est la même préoccupation également qu'avait soulevé l'opposition pour justement la crédibilité de ce fichier. Finalement, sur ces 43 millions de Congolais qui vont aller voter le futur locataire de la maison, de la présidence et des députés nationaux ainsi que provinciaux. Maître Freddy Mwamba, comment jugez-vous le rapport de ces experts, experts électoraux sur cette question du fichier électoral? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même faire une petite mise au point en rapport avec ce qui a été dit ici par mon co-débatteur. Moi, je pense qu'il y a une altérité entre un itinéraire qu'il faut respecter et, par exemple, de bavures de certaines personnes qui qualifieraient ici des membres du Force du Progrès. Ce que je suis en train de fustiger, n'est-ce pas? Si, il est établi qu'effectivement, c'est des membres du Force du Progrès qui se sont pointés là-bas pour commencer, n'est-ce pas, à commettre des sévices à l'égard des manifestants, de l'opposition. Ça, je suis en train de les condamner, mais il faut quand même comprendre aussi qu'il y a une différence entre le respect de l'itinéraire et ce qui s'est passé par la suite. Vous comprenez? Parce que les itinéraires étaient bien prédéfinis
Et chacun connaissait quel itinéraire il devait prendre. La police était au niveau de Sakomi. Il n'y avait pas des manifestants là-bas. Il vient de dire que les militants se sont rencontrés. Il y avait des militants qui devaient se rencontrer à Sakomi. À Sakomi, il n'y avait rien. Les militants ne sont pas, les manifestants ne sont pas allés se rencontrer à Sakomi. Il y avait que la police. La police s'ennuyait même au niveau de Sakomi. Parce qu'il n'y avait pas de manifestants là-bas. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire, ils avaient leur stratégie, c'était, comme je vous l'ai dit ici, il fallait créer un incident et tout ça, et arriver sur place. Bon, si les membres du Force du Progrès se sont pointés là-bas avec des machettes, ça, moi, je suis en train de... Vous avez vu ça aussi? C'est quelque chose qu'il faut en fait condamner avec une grande fermeté. Vous avez vu ça? C'est pas quelque chose que je ne peux pas souhaiter. Mon cher ami, dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, on peut prendre des anciennes images, on colle, il se passe n'importe quoi dans la... Donc moi, je n'ai pas réussi véritablement à authentifier ces images pour savoir effectivement si ce sont des images de la manifestation qui s'est tenue effectivement avant-hier, ou bien ce sont des vieilles images qu'on a voulu seulement monter pour faire voir à l'opinion tant nationale qu'internationale que les droits de l'homme ne sont pas respectés ou les libertés fondamentales ne sont pas respectées. Les populations congolaises ne sont pas respectées. Très bien. Voilà, c'est cela. Pour ce qui est de l'audit du fichier électoral, je pense que c'est la dernière ligne droite. C'est ça qui montre que c'est la dernière ligne droite parce que cet audit du fichier ouvre directement la voie à la loi sur la répartition des sièges. Donc, c'est pour vous dire que la machine est véritablement en marche et que nous allons avoir les élections. J'ai vu la détermination du président de la centrale électorale qui a encore insisté sur le fait que les élections vont avoir lieu, je crois, le 20 décembre, si je ne m'abuse pas, de cette année. Donc, c'est pour dire que l'opposition ne doit pas seulement se vautrer dans des teach-in et autres, ou sit-in et autres, mais ils doivent, n'est-ce pas, se préparer pour participer à ces joutes électorales. Ça ne sert à rien d'organiser les matchs parce qu'ils risquent d'être surpris. On ne peut pas vouloir en même temps une chose que son contraire. Vous voulez qu'il n'y ait pas glissement, qu'il y ait organisation des élections, mais de pouvoir mettre tout en œuvre pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Mais vous voyez, vous avez des oppositions qui ne se préparent pas, qui sont en train de poser des actes qui sont rédhibitoires à l'organisation de ces élections. C'est ce que moi je n'arrive pas véritablement à comprendre. Donc il y a eu en fait des auditeurs africains, la dame là elle est sud-africaine, des auditeurs africains qui ont audité les fichiers électoraux et ils ont produit leurs résultats. Oui. Une sud-africaine avec son équipe, un Malawite avec son équipe et 3 Congolais qui se sont fait accompagner. C'est ça. Donc, ce sont nos élections à nous, nos élections à nous les Africains, auditées par les Africains. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Donc, vous devez savoir qu'une élection, ça fait partie... Madame Bintou Keïta. Madame Bintou Keïta, qui est représentante du secrétaire général des Nations Unies ici, a demandé que la CENI tienne compte aussi des préoccupations soulevées par les partis d'opposition, toutes les parties prenantes, pour que justement les élections soient beaucoup plus crédibilisées. Et elle a parlé également de l'audit du fichier électoral qui doit donc rencontrer l'assentiment ou les demandes de la population. À part elle, il y a également SCC5O qui ont produit un rapport qui demande, à défaut de l'organisation de la francophonie, qu'on cherche un autre cabinet international pour auditer ce fichier électoral et aussi apaiser les inquiétudes et les doutes. Vous avez donc des organisations... Bon, moi je pense que ce qui est prévu au niveau de la CENI, ce qui est prévu en fait, c'est quoi? C'est l'audit externe. Y a-t-il eu audit externe ou pas? Parce que vous n'allez pas me dire que les fichiers de Nanga, les fichiers lorsque Nanga était à la tête de la CENI, a été audité par l'OIF. Ce n'est pas pour autant que les résultats ont été acceptés facilement par l'opposition. Le problème, ce n'est pas celui-là. Mais... on peut chercher même d'autres auditeurs pour qu'ils viennent auditer cette opposition ici, ne vont toujours pas accepter. Pas question de Ils vont toujours marquer leur réprobation pour dire non, voilà, ça n'a pas été bien fait, il fallait que ça se fasse autrement. Ils auront toujours à redire, ne vous en faites pas. Les Nations Unies. Ils auront toujours à redire. Et que ça soit... Bon, c'est tout à fait normal et ils peuvent faire
leurs observations et se limiter à ces observations. Très bien. Et il faudra que nous puissions retenir que les élections, ce sont des questions qui sont liées, consubstantielles à la souveraineté d'un État. Très bien. Ça, il faudra que nous puissions d'abord... Donc, c'est nous-mêmes, c'est le peuple lui-même qui est appelé à suivre, à travailler sur la transparence de ces élections. Très bien. À surveiller jusqu'au bout ces élections. Parce que c'est le peuple qui est souverain primaire, c'est le peuple qui s'est choisi ses propres dirigeants. Nous ne pouvons pas nous attarder au fait qu'il faudra que les auditeurs viennent, je ne sais pas moi, du paradis, qu'ils viennent, qu'ils fassent du travail pour qu'on accepte qu'effectivement nous allons avoir des élections transparentes dans ces pays. Merci. Je ne pense pas. C'est ça mon point de vue. Donc nous allons avoir les élections, que tout le monde se prépare pour participer aux élections en 2020. Maître Edmond Boukoul, cette année au mois de décembre. Voilà, c'est ça. Sur l'audit du fichier électoral tel qu'effectué là, est-ce que cet audit a tendance à mettre tout le monde d'accord, toutes les parties prenantes à ce processus? Bon, je pense que, comme on vient de vous dire, le confrère vient de vous dire que les questions liées à l'organisation des élections, c'est une question de souveraineté. Ce sont des questions purement internes. Et je pense que nous devons respecter ce qui est prévu par les lois. Donc après l'identification de l'enrôlement, il est prévu un audit, bien sûr, externe. Et quand on dit audit externe, on n'a pas besoin de Jérusalem pour venir auditer. On n'a pas besoin du paradis, comme on le dit. On a besoin des personnes qui sont externes. Ça veut dire que à la CENI. Et quand on dit internationaux, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas des Congolaises. Voilà ce qui signifie internationaux, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des Congolaises. Et je pense qu'on a invité des experts sur le plan international. Et puis, ils ont travaillé ensemble avec nos experts au niveau national. Et ils ont conclu à ce que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est plus de 3 344 183 000 électeurs qui ont été radiés. Et nous avons un fichier de plus de 43 millions. Et je pense que c'est ce qui est correct. Et je pense qu'à ce niveau, nous n'avons plus le droit de tergiverser. Nous n'avons plus le droit de faire endormir la CENI. Parce que nous voulons les élections. Élection 2023, élection 2023, nous sommes au mois de mai, il nous reste pratiquement 6 mois. C'est-à-dire que la marche, il faut déjà amorcer. Les processus qui ont été amorcés ne peuvent pas être interrompus. Il n'y aura pas de full stop. Donc on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que comme l'audit est déjà bouclé et nous avons un fichier, je pense que même la CENI n'a pas... quel résultat que la CENI, que M. Kadimora, en faisant les fichiers électoraux, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ce sont les élections, ce sont des Congolais qui sont enrôlés, qui sont contenus dans... Si ce processus se déroule convenablement... Le processus se déroule convenablement. Il a été lancé... Pourquoi est-ce qu'il y a une frange de la classe politique et la société civile qui est contre beaucoup de procédures? On va rester d'abord sur l'audit du fichier électoral. Oui, mais monsieur le journaliste, moi je pense que ce n'est pas une jurisprudence d'aujourd'hui. C'est depuis les années antérieures, depuis l'époque antique, depuis que nous avions organisé les élections en CP, même à l'époque de Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des palabres, il y a toujours des discussions, il y a toujours des réclamations. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable que la CENI fasse sourde oreille? Vous trouvez ça normal? Aux États-Unis, il n'y a pas de réclamation pendant en cours de procédure électorale. Je pense que vous avez suivi le débat entre Joe Biden et l'ancien président Trump. Je pense que c'est partout dans tous les pays. Aller en Turquie, aller dans tous les pays. C'est-à-dire que le problème, pour les opposants, les opposants se coalisent toujours avec la société civile et forment un groupe de pression. Et ça sera d'une manière perpétuelle, c'est éternel. C'est éternel, jusqu'à ce que ce monde ici soit anéanti, les opposants resteront les opposants. C'est-à-dire que n'attendez pas que les opposants puissent se dire Amen, Alléluia, à ce que, par exemple, les gens de pouvoir sont en train de dire. Je pense que le grand problème, ce n'est pas le problème d'enrôlement, c'est le problème de la mise en place du bureau de la CENI qui pour l'opposition, avait posé problème et qui devrait... parce que vous allez voir qu'avant l'identification, les gens, la CENCO, la société civile, les opposants de mais non, il faut encore refondre les bureaux de la CENI.
Maintenant que le bureau de la Sénat fait un travail, nous a produit un fichier électoral, au mois de juin, on doit lancer l'identification, les dépôts de candidature. On nous dit non, non, il faut maintenant revoir le fichier électoral. Et vous allez voir que pendant l'identification ou le dépôt de candidature, on va encore vous dire non, il faut, non, non, avançons. Si vous voulez les élections, avançons, même si on va on va tomber, mais avançons quand même. Non, on va tomber comment? Vous avez ce sont des gens qui se sont enrôlés, même les opposants sont enrôlés. Je voudrais qu'un opposant puisse me dire que non, moi je ne suis pas enrôlé, je ne participe pas. Et vous allez voir que ce sont les mêmes opposants qui sont prononcés être candidat président de la République, candidat député et consort. Ça veut dire qu'ils sont en train d'acquiescer intérieurement. Très bien. Et tout en flattant la population. C'est ce qui n'est pas correct. Merci beaucoup, Maître Edmond Mbokolo, qui n'est pas de l'Union sacrée du tout, mais qui est... Voilà, Maître Edmond Mbokolo. Merci beaucoup. Monsieur Pistis Moutemba, votre point de vue sur cette question de l'audit du fichier électoral. Vous savez, cher Dan, nos amis du pouvoir ou de la majorité pensent que parce qu'ils sont au pouvoir, qu'on les a vendus la République. Non, c'est faux. Ils ont l'impérium, hein. Ils peuvent même vous bastonner. L'élection, ils peuvent même vous bastonner. C'est pas une question de prisme technique, majorité-opposition. L'élection, c'est une question aussi de la population, aussi de la société civile. J'ai pas dit le contraire. Vous pouvez me laisser voler. Moi, je ne vous ai pas, je vous ai pas stoppé, bien que vous êtes en train de raconter beaucoup de choses. Je ne vous ai pas stoppé, donc souffrez de me laisser évoluer jusqu'à la fin. Je disais que les élections, ce n'est pas une question de prisme technique, majorité-opposition. Pas du tout. Et la République, on ne vous a pas vendu la République. La République appartient au peuple. Vouloir les élections, organiser les élections dans le délai constitutionnel, oui, tout le monde le veut. Mais pas n'importe quelles élections. Mieux que celle de 2006, de 2011 et 2018. Ce sont les élections que nos populations veulent. Il faut refaire la bureau. Pour avoir des résultats qui reflètent la volonté populaire et pour avoir une CENI qui est transparente, qui n'est pas monopartisane. La République, on ne vous a pas vendu ça. Parce que vous dites, allez aux élections, on part aux élections, on vous suit. Et on vous laisse tranquille, on vous demande pas de suivre un cadre régalien, un cadre qui est consensuel pour mettre tout le monde d'accord. Savez-vous, pour organiser des élections, les bonnes élections, nous avons besoin de 3 piliers qui doivent recueillir le consensus de tous. L'élection, c'est comme un match de football. Une équipe A, B et les supporters de l'autre côté. Savez-vous qu'une équipe ne peut pas être d'accord sur un terrain de football lorsque une loi ou la loi de confrontation favorise avant le début du match une équipe A et vous voulez, parce qu'on est à 7 mois, à 3 mois d'élection, vous faire plaisir parce qu'on vous a vendu la République? Pas du tout, cher ami du pouvoir, pas du tout. Sur le 3 piliers de la transparence, la loi électorale, charcutée, qui étouffe même les mécanismes ou l'esprit même de la transparence du processus électoral de bout en bout. La Cour constitutionnelle, 7 membres sur 9. 7 membres sur 9 sont d'un camp politique, d'un coin de la République bien connu. N'est-ce pas que cela étouffe la fibre patriotique? 7 sur 9. 7 sur 9. Ils sont politiques. Vous pouvez me laisser évoluer? Vous avez l'habitude de m'étouffer lorsque je parle. Non, 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 je ne vous étouffe pas. Allez-y. Ils sont censés délibérer sur des questions nationales. Pas de questions partisanes. Pas du tout. Est-ce que la CENI, à l'heure actuelle, est indépendante? La CENI était monopartisane. Au sein de la CENI, les membres de la CENI, quelles sont les structures politiques qui reconnaissent le leur aidant? Lequel? Regardez les Congolais et dites-leur. Et vous voulez que dans ce mécanisme, quand vous dites, ok, comme vous êtes la majorité, comme vous êtes au pouvoir, alors ramenez-nous comme des cobayes aux élections qui sont déjà bien définies, qu'on sait déjà l'issue. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela que les Congolais sont sortis le samedi pour dire non au processus électoral bâclé, pour dire non aux résultats qui ne reflètent pas la volonté populaire. Et ça, la population en a le droit de le dire, même à un jour avant les élections. Et vous devez le savoir, la République, on ne vous les a pas vendus. La République appartient aux Congolais et ils peuvent se lever sur cette question des élections à tout bout de champ lorsque la République ou le Congolais veulent que la volonté
populaire soit respectée dans le cadre des urnes pour une paix sociale durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pitis Moutemba. Merci beaucoup, Maître Freddy Mamba. Mais je voudrais un petit dernier mot. Un petit quelque chose. Avant de finir. Mon cher ami. 1 minute. Moi, je ne vois pas pourquoi tu peux commencer à, comment on dit, lubrifier les mécanismes, lubrifier les rouages du tribalisme. Il dit ils sont d'un camp donné. 7 juges qui sont d'un coin d'un pays donné. Ça devient finalement, c'est pas parce que vous souffrez du syndrome de la citadelle assiégée qu'il faut aller jusqu'à ce point-là. 7 juges qui sont d'un coin donné. Ça devient finalement une maladie chez eux là, le tribalisme. Ils sont hantés par le tribalisme là où ils sont. Ils voient le tribalisme partout. Non, moi je pense que nous sommes en train de parler république. Ce langage-là de dire un coin donné vient d'où? On doit parler république. Ce langage-là vient d'où? On doit parler république. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et cohésion nationale. C'est pas ça. Et tout fait la cohésion nationale. La cohésion nationale, ces pays. Ce que tu dis là, ce que tu dis là ne vient pas conforter la cohésion nationale. Bien au contraire. Non, c'est pas moi qui nomme les juges. Ça vient altérer même cette cohésion nationale. C'est pas moi qui nomme les juges. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis. Parce que tu insistes sur un point. Et pas plus tard, qu'il n'y a pas longtemps, nous avons suivi une émission où les gens sont en train de stigmatiser une tribu. Donc finalement, ça devient la maladie dans ce pays. Pourquoi voulez-vous taper les conséquences en tapant sur le cause? Pas du tout. Non, mais monsieur le journaliste. Allez, mettez un dernier mot. Oui, bon, moi je pense que je voudrais mettre un mot sur la Cour constitutionnelle. Je pense que nous devons lire les textes. Il y a des quotas. La Cour constitutionnelle n'émane pas du chef de l'État. Les différents membres qui composent la Cour, les 9 membres, émanent. Il y a l'Assemblée, il y a le Parlement, il y a le pouvoir judiciaire et consorts. Et je vais vous dire que le président de la Cour constitutionnelle, vous savez que c'est un magistrat, 38 ans de carrière. Il ne vient pas des quotas du chef de l'État. Lui, il vient des quotas du pouvoir judiciaire. C'est lui le numéro 1 de la Cour constitutionnelle. C'est un magistrat de carrière. Donc ce n'est pas le chef de l'État qui l'a choisi, non. C'est question des quotas. C'est comme ça, c'est clair. Et au sein de l'Assemblée nationale ou le Parlement, il n'y a pas que les gens du pouvoir. Il n'y a pas que les gens du pouvoir, il y a aussi les opposants et consorts. Je pense que ce n'est pas ça les débats. Le débat est que le processus est amorcé. Tout le monde, appuyons le processus pour qu'on puisse avoir les élections. On a décrié l'époque du président Kabila et les élections il y a en 2018. Il y a eu passation de pouvoir, tout le monde a applaudi. C'est la même chose. Accompagnons la CENI et en 2023, il y aura passation de pouvoir. Mais c'est que tout le monde, si aujourd'hui c'est le président Moïse, c'est le président Matata, c'est le président Sessanga, c'est le président tel, ça serait une bonne chose. Au lieu de bloquer la machine, que nous puissions aller à la transition, pendant que le chef de l'État voit aux élections, c'est qui est inadmissible, incorrect. Personne ne parle de la transition, cher ami. Il ne faudrait pas faire croire à l'opinion nationale. Non, mais l'opposition, c'est ça la raison d'être de bloquer le processus, c'est-à-dire que la ratio legis de ce que l'on fait, c'est dire que au 23 décembre, il n'y aura pas les élections. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se partager maintenant le pouvoir. Et là, les opposants vont venir. Ça sont votre propos. La ratio legis de l'opposition, c'est d'organiser les bonnes élections mieux que celles de 2006, 2011, 2018. Maintenant, pour le moment, on doit arrêter. On doit arrêter. Les propos sont très clairs. Votre compréhension. On doit recommencer le processus à Bovo, à zéro, non? On ne peut pas les assimiler à mes propos. Non, mais si on recommence le processus à Bovo, à zéro, c'est-à-dire que on va violer les délais. Voilà, il faut remettre à la faute. Mais quand ma famille politique, vous allez accepter que le président Félix puisse continuer après le 23 décembre. Non, mais je vous pose, lorsque ma famille politique parlait des réformes constitutionnelles avec le G13 à l'époque, Félix avait entendu? Nous, ça avait entendu? Pourquoi maintenant vous voulez mettre pas au mur? Demain, mercredi, est un autre jour. On va se retrouver donc pour un autre débat. C'est la fin de la grande tribune de ce jour. Allez, à demain.